Salut à tous les amis de cette chaîne Smart SVT, la chaîne qui a pour ambition de vous aider à maîtriser les sciences de la vie et de la Terre. Aujourd'hui, je vais vous proposer un excellent exercice sur le muscle dans le cadre de l'unité 1, chapitre 2, conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique dans le muscle strié squelettique. La vidéo pourrait intéresser aussi bien les élèves de la deuxième année PC que les élèves de la deuxième année SVT, mais aussi tous les candidats au concours où on propose une épreuve de SVT. Et bien sûr, la vidéo vise comme objectif apprendre à répondre aux questions de la partie 2, c'est-à-dire raisonnement scientifique et communication écrite et graphique qu'on trouve dans les contrôles continus ou bien dans l'examen national. Voici l'exercice en entier. Si vous voulez en avoir un aperçu général, passons tout de suite aux détails. Les exploits des sportifs dépendent beaucoup de la capacité de leurs muscles striés squelettiques à convertir efficacement l'énergie chimique contenue dans l'ATP en énergie mécanique. Pour mettre en évidence quelques particularités structurelles et métaboliques des muscles d'athlètes de deux disciplines sportives différentes, à savoir le marathon et la course de vitesse ou sprint, on propose l'exploitation des données suivantes. Donnée numéro 1, on réalise des biopsies de muscles de marathoniens, coureurs du marathon, un peu plus de 42 km, et de muscles de coureurs de 100 mètres, les sprinters, qu'on observe au microscope. Le document 1 montre des schémas interprétatifs simplifiés de ces observations. Donc, je rappelle que biopsie, ça veut dire prélèvement d'échantillons du tissu musculaire en vue d'en faire un examen. Voici notre document numéro 1 avec les figures A1 et A2 qui représentent des coupes transversales au niveau des muscles. Bon, A1 pour le sprinter, A2 pour le marathonien. Les figures B1 et B2 représentent des coupes transversales au niveau des deux types de fibres musculaires. B1 pour les fibres de type 2 et B2 pour les fibres de type 1. Voyons notre première question. Comparer à partir du document 1 les muscles des deux coureurs d'une part et les deux types de fibres d'autre part. Commençons par les figures A1 et A2 du document 1 et comparons les muscles des deux athlètes. Première constatation, vous voyez que les deux muscles comportent deux types de fibres musculaires, les fibres de type 1 et des fibres de type 2. Ça, c'est un point commun. Si on prend maintenant le muscle du sprinter, vous voyez que les fibres de type 2 sont plus nombreuses que les fibres de type 1, alors que chez le marathonien, le muscle est plus riche en fibres de type 1 comparé aux fibres de type 2. Ça, c'est une différence entre les deux muscles. Enfin, si vous voyez la taille des fibres de type 2, elle est plus importante que la taille des fibres de type 1. Ça entre dans la comparaison des deux types de fibres. Passons aux figures B1 et B2 et comparons les deux types de fibres. Fibre 1 à droite, fibre 2 à gauche. Si on s'intéresse aux mitochondries, vous voyez que les fibres de type 1 sont plus riches en mitochondries, donc le nombre des mitochondries est plus important, et aussi la taille des mitochondries est plus importante comparée aux mitochondries des fibres de type 2. Donc, première différence, les fibres de type 1 possèdent des mitochondries plus nombreuses et plus volumineuses que celles des fibres de type 2. Deuxième différence importante, c'est au niveau du réticulum sarcoplasmique. Vous voyez que le réticulum des fibres de type 2 est plus développé, il a une taille plus importante que le réticulum des fibres de type 1. Donc, deuxième différence importante, les fibres de type 2 possèdent un réticulum sarcoplasmique plus développé que celui des fibres de type 1. On peut maintenant proposer la réponse suivante à la première question. Dans le document 1, figure A et A2, on observe que les muscles des deux coureurs contiennent deux types de fibres, fibres de type 1 et fibres de type 2. Mais le muscle du coureur de 100 mètres, le sprinter, contient plus de fibres de type 2 que de fibres de type 1, alors que le muscle du marathonien est plus riche en fibres de type 1. De même, on constate que les fibres 2 ont un diamètre plus important que celui des fibres 1.
Les figures B1 et B2 montrent que la fibre 2 possède un réticulum sarcoplasmique plus développé, ou bien de plus grande taille, que celui de la fibre 1. Par contre, la fibre 1 contient des mitochondries plus nombreuses et plus volumineuses, bien de plus grande taille, que celles des fibres 2. Donnée numéro 2. On soumet les deux types de fibres à des stimulations efficaces et on enregistre la variation de la force de contraction en fonction du temps pour chaque type de fibre. Le document 2 montre les résultats obtenus. Voici le document 2. Alors, question numéro 2. Comparer, en exploitant le document 2, les propriétés mécaniques des deux types de fibres. Voyons ce qu'on peut tirer du document numéro 2. Et rappelez-vous ce qu'on a toujours dit à propos de ce type de document. Il faut toujours commencer par le paramètre étudié, c'est-à-dire dans notre cas la force de contraction en grammes, en fonction du temps. Et commençons notre comparaison. Première différence, vous voyez que les fibres de type 2 atteignent une force de contraction maximale de 40 grammes, alors que les fibres de type 1 atteignent à peine à peu près 18 grammes. Donc première différence, les fibres de type 2 développent une force maximale de contraction supérieure à celle développée par les fibres de type 1, 40 grammes contre 18 grammes. Deuxièmement, vous constatez que les fibres de type 1 peuvent se contracter pendant une période d'environ 400 millisecondes, d'après le document bien sûr, alors que les fibres de type 2 arrêtent de se contracter au bout d'environ 100 millisecondes. Donc on peut dire que les fibres de type 1 peuvent se contracter plus longtemps que les fibres de type 2. Ça veut dire que les fibres de type 2 se fatiguent plus rapidement que les fibres de type 1. Enfin, vous voyez que les fibres de type 2 atteignent leur maximum de force de contraction après 30 millisecondes uniquement, alors que les fibres de type 1 ont besoin de 170 millisecondes. Donc on peut dire que les fibres de type 2 atteignent leur force maximale plus rapidement comparées aux fibres de type 1. C'est-à-dire que les fibres de type 2 se contractent plus rapidement que les fibres de type 1. Donc la vitesse de contraction des fibres 2 est plus importante. Répondons maintenant à notre deuxième question. En exploitant le document 2, on peut relever trois principales différences entre les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Première différence, les fibres de type 2 développent une force de contraction beaucoup plus importante que celle développée par les fibres de type 1. Deuxièmement, les fibres de type 1 peuvent maintenir leur contraction pendant un temps beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'elles sont plus résistantes à la fatigue par comparaison aux fibres de type 2, qui ne peuvent maintenir leur contraction que pendant un temps très court, c'est-à-dire qu'elles se fatiguent rapidement. Troisièmement, les fibres de type 2 se contractent plus rapidement que les fibres de type 1. Donnée numéro 3. On mesure divers paramètres structuraux et biochimiques des deux types de fibres et on met en évidence les résultats résumés dans le document 3. Voici le document 3. On a une comparaison entre les fibres de type 1 qu'on appelle également fibres rouges et les fibres de type 2 qu'on appelle également fibres blanches et on a 5 paramètres de comparaison. Troisième question. Déterminez, en justifiant votre réponse à partir du document 3, la voie métabolique énergétique dominante dans chaque type de fibre. Quatrième question. Expliquez en vous aidant des données du document 3 les différences entre les deux types de fibres observées dans le document 2. Cinquième et dernière question. Montrez, d'après tout ce qui précède, la relation entre les caractéristiques structurelles, mécaniques et métaboliques des muscles des deux athlètes et leurs performances sportives respectives. Exploitons le document 3 pour comparer entre les deux types de fibres. Premièrement, les capillaires sanguins. On constate que les fibres de type 1 ou fibres rouges sont plus riches en capillaires sanguins comparées aux fibres de type 2. De même, pour les mitochondries, on constate que les fibres de type 1 contiennent plus de mitochondries que les fibres de type 2. Troisièmement, la myoglobine. On constate la même chose. Les fibres de type 1 sont plus riches en myoglobine que les fibres de type 2. Enfin, pour l'activité MTH, la malate déshydrogénase, qui est une enzyme du cycle de Krebs, son activité est plus élevée dans les fibres de type 1 que dans les fibres de type 2. Donc seul le paramètre
LDH, la lactate déshydrogénase, qui a une activité faible dans les fibres de type 1 par rapport aux fibres de type 2. Et donc on peut dire que les fibres de type 1 sont plus riches en capillaires sanguins, en mitochondries et en myoglobine. De même, les fibres de type 1 ont une faible ou une forte activité de la MDH et une faible activité LDH. Donc les quatre premiers paramètres, les capillaires sanguins qui apportent le sang, les mitochondries qui sont les organites de la respiration cellulaire, la myoglobine qui stocke l'oxygène, la MDH, la malade déshydrogénase qui est une enzyme du cycle de Krebs, et le cycle de Krebs fait partie des oxydations cellulaires qui consomment l'oxygène. Donc tous ces paramètres montrent que les fibres de type 1 consomment beaucoup d'oxygène. Et si elles consomment beaucoup d'oxygène, ça veut dire qu'elles utilisent essentiellement la voie aérobie, c'est-à-dire la respiration cellulaire. Pour les fibres de type 2 ou fibres blanches, le seul paramètre élevé dans ces fibres est l'activité de la LDH ou la lactate déshydrogénase, l'enzyme qui produit l'acide lactique. Donc, puisque l'activité de cette enzyme est élevée dans les fibres de type 2, ça veut dire que ces fibres produisent beaucoup d'acide lactique, alors que tous les autres paramètres en relation avec l'oxygène sont faibles. Ces fibres contiennent peu de capillaires sanguins, peu de mitochondries, peu de myoglobine et ont une faible activité MDH, la malade déshydrogénase. Donc cela veut dire que les fibres de type 2 consomment peu d'oxygène. Donc elles consomment peu d'oxygène, elles produisent beaucoup d'acide lactique, ça veut dire qu'elles utilisent essentiellement la voie anaérobie ou la fermentation lactique. Notre réponse à la troisième question pourrait être la suivante. D'après le document 3, on constate que les fibres de type 1 ou fibres rouges sont riches en capillaires sanguins, en mitochondries et en myoglobine, qui est une protéine qui fixe l'oxygène. D'autre part, ces fibres ont une forte activité de la MDH, la malade déshydrogénase, enzyme du cycle de Krebs, alors qu'elles ont une très faible activité de la LDH par rapport aux fibres de type 2. Ceci indique que les fibres de type 1 reçoivent plus de sang et plus d'oxygène qu'elles stockent grâce à la myoglobine, et les réactions oxydatives respiratoires mitochondriales y sont très actives. Par conséquent, c'est la respiration cellulaire, voie aérobie, qui prédomine dans ces fibres musculaires de type 1. Dans la suite de la réponse 3, quant aux fibres de type 2, appelées fibres blanches, la grande activité de la LDH, enzyme qui produit l'acide lactique d'une part et la faible activité de la MDH d'autre part, ainsi que la faible quantité de myoglobine, le faible volume de mitochondries et la faible densité des capillaires sanguins, indiquent que ces fibres consomment peu d'oxygène et produisent beaucoup d'acide lactique. On déduit que ces fibres musculaires de type 2 se basent essentiellement sur la fermentation lactique qui est une voie anaérobie. Alors, passons à la question suivante et rappelons-la rapidement. Expliquez en vous aidant des données du document 3 les différences entre les deux types de fibres observées dans le document 2. Commençons avec les fibres de type 2. On avait dit que ces fibres utilisent essentiellement la fermentation lactique pour régénérer l'ATP. Donc cela leur permet une régénération rapide de l'ATP, mais malheureusement avec un faible rendement énergétique. Rappelez-vous, 2 ATP pour chaque glucose consommé. Donc cette régénération rapide permet une contraction rapide avec une force importante, mais également une fatigue rapide. Donc ces fibres de type 2 se fatiguent rapidement. Pour les fibres de type 1, on avait dit qu'elles utilisent essentiellement la respiration cellulaire. C'est une voie lente de la régénération de l'ATP, mais elle a un rendement énergétique très élevé. Rappelez-vous, 36 ou 38 ATP pour chaque glucose consommé. Donc cela va permettre une contraction lente avec une faible force de contraction, mais elles résistent à la fatigue. Ils ne vont pas se fatiguer rapidement et donc ils peuvent se contracter plus longtemps. Notre réponse à la quatrième question pourrait être la suivante. Les fibres de type 2 utilisent essentiellement la fermentation lactique pour régénérer l'ATP. Et puisque cette voie anaérobique est relativement rapide, ces fibres peuvent développer une force et une vitesse de contraction assez élevées. Mais le rendement énergétique de la fermentation lactique étant très faible, 2 ATP pour chaque glucose consommé, ces fibres se fatiguent rapidement.
En revanche, les fibres de type 1 utilisent un métabolisme aérobie plus lent, mais dont le rendement énergétique est beaucoup plus élevé, 36 ATP ou 38 pour chaque glucose consommé, ce qui leur permet de se contracter beaucoup plus longtemps sans se fatiguer, avec toutefois une force et une vitesse de contraction plus faibles. Cinquième et dernière question, la relation entre les caractéristiques des muscles et la performance des athlètes. Et commençons avec les sprinteurs ou les coureurs de vitesse de 100 mètres surtout. Les athlètes de cette discipline sportive ont besoin d'effectuer une activité musculaire intense et rapide, mais de courte durée. Et pour cela, ils ont besoin de régénérer très rapidement l'ATP. C'est pourquoi ils utilisent la fermentation. Donc dans notre exercice, on a parlé de fermentation lactique. C'est ce qui explique que leurs muscles soient riches en fibres de type 2, qu'on appelle également les fibres blanches. Alors je rappelle que fibres blanches parce qu'elles sont pauvres en myoglobine, responsable de la couleur rouge. Pour les coureurs de fond ou marathoniens, ils effectuent une activité musculaire de faible vitesse et de faible intensité, c'est vrai, mais de longue durée. C'est pourquoi ils ont besoin d'une régénération très importante de l'ATP grâce à la respiration cellulaire. Mais cette régénération est lente. Et donc leurs muscles sont très riches en fibres de type 1, qu'on appelle également fibres rouges parce qu'elles sont riches en myoglobine, en plus des mitochondries, des capillaires sanguins, de l'enzyme MDH, etc. Résumons notre réponse à la question 5. Les coureurs de vitesse ont besoin de réaliser un effort musculaire rapide et très intense. Ils ont donc besoin d'une régénération rapide de l'ATP par voie anaérobie ou fermentation lactique, ce qui explique la forte proportion des fibres de type 2 aux fibres blanches, riches en LDH, la lactate déshydrogénase, dans leurs muscles. Par contre, les coureurs de fond, tels que les marathoniens, doivent effectuer un effort musculaire lent et de faible intensité, mais de longue durée. Ils ont donc besoin de beaucoup d'énergie sous forme d'ATP qu'ils régénèrent par voie respiratoire aérobie, d'où la richesse de leurs muscles en fibres de type 1 ou fibres rouges, riches en myoglobine, en capillaires sanguins, en mitochondries et en MDH. Voilà, j'espère que la vidéo vous aidera à réviser la première unité, surtout qu'on est en vacances. Merci à tous et à très bientôt.